Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Retour donc sur le plateau en direct de Mediapart pour cette émission mensuelle exceptionnelle. C'est le deuxième débat de cette soirée. À 20h30, nous commencerons une soirée spéciale consacrée à la réforme du mariage pour tous. Et dans ce deuxième débat, nous l'intitulons chaque mois « Retour sur nos enquêtes ». Ce mois-ci, c'est un retour un peu exceptionnel, c'est un retour grand angle qui, d'une certaine manière, vient balayer tout ce que nous avons fait depuis 5 ans à Mediapart. C'est un retour sur Sarkozy et ses ennuis judiciaires, et c'est un retour sur l'UMP. D'une certaine manière, cette semaine a été marquée par l'héritage, ou plutôt la désintégration de ce qu'on a appelé le sarkozysme. Et à Mediapart, depuis 2008, c'est un sarkozysme que nous avons ausculté avec méthode et acharnement, pas seulement en s'attardant sur une série de grands scandales politico-financiers qui ont concerné Nicolas Sarkozy, mais également en examinant de très près le mouvement politique très particulier qu'il avait construit. Cette semaine est donc illustrée par une collision. Cette collision, c'est évidemment l'ancien président de la République pendant 12 heures dans le bureau d'un juge d'instruction, dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Bettencourt. Et c'est la collision de ce calendrier judiciaire avec un calendrier politique qui est simplement inouï depuis une semaine, où l'on assiste en direct à l'implosion de l'UMP sur fond de lutte fratricide entre François Fillon et Jean-François Copé. Alors pour parler de ces deux dossiers différents, qui n'en font qu'un seul, c'est un peu les deux faces de la médaille du sarkozysme, avec nous ce soir est présent Mathieu Bonduel. Vous êtes le président du syndicat de la magistrature, qui est une des principales associations de magistrats, la deuxième, je crois, et qui est considérée comme étant ancrée à gauche. Oui. Marine Turki, qui suit, parmi plein d'autres choses, l'UMP, et qui, depuis le début de Mediapart, a suivi Nicolas Sarkozy et l'UMP. Fabrice Arfi, qui a révélé avec Fabrice Lhomme ce qui est devenu l'affaire Bettencourt, et Michel Deléan, qui a suivi de très près l'instruction menée à Bordeaux par le juge Gentil. Voilà, alors juste pour commencer, comme on entend depuis ce matin, un certain nombre de dirigeants de l'UMP et des proches de Nicolas Sarkozy nous expliquaient que ça y est, c'est fait, l'affaire Bettencourt s'est terminée, il n'y a plus rien dans le dossier, il n'y aura évidemment pas de procès Sarkozy, nous a expliqué ce matin Thierry Herzog. Sarkozy, au bout de 12 heures d'audition par le juge, est sorti de son bureau avec le statut de témoin assisté. Est-ce que vous pouvez nous préciser de manière très juridique ce qu'est ce statut de témoin assisté ? Oui, bien sûr. C'est un statut intermédiaire entre le statut de témoin simple et celui de mise en examen. Cela concerne quelqu'un qui est, d'une manière ou d'une autre, mis en cause dans le dossier, contre lequel il existe des indices, mais pas d'indices graves ou concordants, comme dit la loi, qui justifieraient une mise en examen. Donc ce n'est pas rien, mais ce n'est pas une mise en examen. C'est un statut intermédiaire. Ce n'est pas rien, et c'est la raison pour laquelle la personne a la possibilité d'avoir un avocat. S'il n'y avait rien, eh bien, elle n'aurait pas besoin d'un avocat. Et peut accéder au dossier, si j'ai bien compris. Voilà, alors ça ouvre un certain nombre de droits. Dès lors qu'on est mis en examen, placé sous le statut de témoin assisté, on a un statut, on est partie au dossier avec des droits, moins de droits que le mis en examen, et on ne peut pas subir le même sort que le mis en examen. Je m'explique, on a comme droit essentiellement de demander des confrontations avec les personnes qui nous mettent en cause, on peut aussi demander l'annulation de la procédure, mais on ne peut pas faire l'objet d'un contrôle judiciaire ou d'une détention provisoire comme quelqu'un qui est mis en examen, et surtout, si on reste témoin assisté à l'issue de la procédure, eh bien, on ne peut pas être renvoyé devant le tribunal. Mais je tiens à dire tout de suite, puisque j'ai entendu un certain nombre de sottises sur ce sujet aujourd'hui, qu'on peut passer du statut de témoin assisté à celui de mise en examen. C'est même extrêmement simple, puisque ça peut se faire par lettre recommandée. Thierry Herzog, ce matin, interrogé sur Europe 1, Thierry Herzog, qui est donc l'avocat de Nicolas Sarkozy, affirmait le contraire. Oui, d'une certaine manière, mon client est enfin blanchi de ce mauvais procès qui lui était fait.
Oui, mais je comprends la com, quoi, hein, mais juridiquement, c'est faux. C'est assez facile de s'y retrouver. Il suffit d'ouvrir le Code de procédure pénale. On regarde aux articles 80 et puis ensuite aux articles 113, en gros, du Code de procédure pénale, et on voit ce que c'est exactement qu'un témoin assisté. Et on voit notamment qu'on peut passer du statut de témoin assisté à celui de mise en examen. Encore une fois, c'est même très simple, puisqu'on peut le faire par courrier, recommandé, certes. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, hein. Je dis qu'il est faux de dire que M. Sarkozy est témoin assisté ad vitam aeternam. Il est encore plus faux de dire, évidemment, que cette affaire est terminée, puisque, par définition, elle se poursuit. L'instruction suit son cours. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, pour être tout à fait complet, c'est que quand un juge a envisagé de mettre en examen quelqu'un, ce qui est le cas de M. Gentil, puisqu'il a envoyé une convocation, si j'ai bien suivi, aux fins d'une éventuelle mise en examen. Eh bien, si, à la fin de son interrogatoire, il décide de ne pas mettre en examen, eh bien, il n'a pas d'autre choix que d'accorder le statut de témoin assisté. Donc, ce que je veux dire, c'est que la personne ne peut pas ressortir comme simple témoin, sans rien du tout. Elle est au minimum témoin assisté, et pour cause, puisque tout de même, à un moment, on a trouvé utile, on a pensé qu'il était légitime au regard du dossier de lui envoyer une convocation aux fins d'éventuelles mises en examen, ce qui n'est évidemment pas neutre pour la personne. Alors, Fabrice, depuis ce matin, on est dans une guerre de communication des proches de Nicolas Sarkozy, qui, évidemment, tapent sur le même clou. Ce dossier s'effondre et est vide. Oui, en fait, on est vraiment dans un peu une précipité chimique, une caricature de ce qu'a pu être le sarkozysme vis-à-vis de la justice. C'est-à-dire que, pas tout à fait dans un combat pour la vérité, mais plutôt dans un combat pour la représentation, une guerre de communication permanente. Et c'est ce qui se passe, et ça se passe, et c'est important pour eux que ça se passe ainsi, la communication très offensive, très violente, parce que, comme l'a expliqué Mathieu Bonduel, Nicolas Sarkozy se retrouve dans une zone grise du droit pénal français, un statut hybride, inconfortable, pas tout à fait témoin, pas tout à fait mis en examen. Très clairement, il y avait suffisamment d'indices contre Nicolas Sarkozy pour ne pas le convoquer comme simple témoin. Il n'y en avait pas assez de graves et concordants pour l'inculper, hein, le mettre en examen. Alors ce matin, il y a eu un événement de communication judiciaire assez impressionnant de Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, au micro de Jean-Pierre Elkabbach. Alors, on a expliqué, hein, il a dit que l'histoire était terminée, il ne pouvait plus être mis en examen. Bon, Mathieu Bonduel a expliqué très clairement que c'était un mensonge judiciaire. Il peut encore l'être, ça ne veut pas dire qu'il va l'être, mais il peut encore l'être. Et alors, le message principal, c'est évidemment de dire... Voilà, il n'y a plus rien dans le dossier, ce dossier est vide, l'affaire est terminée, c'est une affaire qui n'existe plus, nous dit Thierry Herzog. Deuxième mensonge, d'abord il faut bien avoir à l'idée qu'en soi, la convocation de Nicolas Sarkozy aux fins d'une mise en examen par le juge Gentil a été un événement judiciaire qui a brisé ce qu'ont été tous les démentis du clan Sarkozy sur l'affaire. Rappelons-nous que Nicolas Sarkozy nous a expliqué qu'il n'était en rien concerné dans cette affaire. En rien concerné. Qu'il n'avait rien à dire, rien à voir. Bon, il est convoqué, il passe 12 heures dans le bureau du juge, et le juge voulait le convoquer aux fins de mise en examen. Deuxièmement, n'oublions pas que s'il n'y a pour l'instant... au regard du dossier, d'après l'événement judiciaire d'hier, pas de quoi le mettre en examen au regard d'indices graves et concordants, il y a quand même encore beaucoup de personnes qui sont mises en examen dans le dossier. Notamment... Ah, un petit problème de... Comme par hasard. Voilà. Michel, en attendant que le son reprenne chez Fabrice, témoin assisté, ça renvoie à quel pan du dossier Bettencourt? Alors, témoin assisté, ça renvoie à un pan du dossier dont personne ne veut parler parce que les mots sont sales et c'est des mots qui font tâche. C'est de l'abus de faiblesse. Donc on a eu une petite guerre de communication aussi après la mise en examen d'Éric Woerth qui consistait à ne surtout pas dire qu'on parlait d'abus de faiblesse parce que voler l'argent d'une vieille dame, c'est pas forcément une bonne chose. Et là, on est un peu aussi dans cet entre-deux où tout le monde parle de témoins assistés, d'affaires qui disparaissent. Ça rappelle les affaires qui font pchit ou toutes ces formules de communication. On est dans de l'abus de faiblesse. Donc on est dans quelque chose qui est moralement condamnable, qui est pénalement condamnable, et qui renvoie au fait que la femme la plus riche de France, habitante de Neuilly, visiblement finançait le parti de la droite hégémonique de façon licite et illicite depuis pas mal d'années. Donc ça renvoie aux déclarations de Claire Thiboult, la comptable des Bettencourt,
affirmant que Patrice Demestre, le gestionnaire de fortune des Bettencourt, lui avait demandé de préparer 150 000 € pour Éric Woerth, pour financer la campagne de Nicolas Sarkozy, mais pas seulement. Ça renvoie aussi à des rapatriements depuis la Suisse d'argent liquide dont aurait bénéficié Nicolas Sarkozy. Alors, très rapidement, parce qu'on ne pourra pas refaire ici tout le dossier, mais les gens le retrouveront sur Mediapart, il y a effectivement, dans le dossier du juge Gentil, les 400 000 € qui sont rapatriés sur des comptes suisses, qui sont cachés au fisc, qui reviennent en France par des chemins un peu obscurs. Il y a effectivement les 150 000 € qui seraient remis, dit-on, à Nicolas Sarkozy. Et on est effectivement sur un dossier qui existe toujours et qui, si jamais Nicolas Sarkozy n'est pas mis en examen et n'est pas renvoyé devant le tribunal correctionnel, donnera dans quelques années un procès où on aura très vraisemblablement M. Woerth, M. Demestre et quelques autres, avec au-dessus des débats une ombre qui sera celle finalement de Sarkozy et de son parti, un petit peu comme dans la fin des années 90, les procès des affaires du RPR. On parlait beaucoup de Jacques Chirac, mais Jacques Chirac n'était pas là. On est un petit peu dans une situation qui Alain se rapproche Juppé de ça. était, lui, devant le tribunal. On reparlera tout à l'heure d'Alain Juppé, Alain mais Juppé, avait été condamné à l'époque. Alain Juppé, Michel un an Roussin, quelques autres d'inéligibilité. avaient été condamnés effectivement et avaient été un petit peu les lampistes ou les bons soldats du chiracisme. Et là, on est dans une configuration qui semble se rapprocher de ça, effectivement. Ce qu'on peut dire, si le micro marche, c'est que peut-être là où le juge a eu, je ne sais pas s'il a eu la main qui a tremblé, ou en tout cas on peut s'interroger sur la stratégie du juge Gentil, c'est d'avoir convoqué Nicolas Sarkozy aux fins de mise en examen, ressortant comme témoin assisté. C'est un boulevard qui est offert aux amis de Nicolas Sarkozy pour dire c'est une victoire judiciaire énorme, il n'y a plus rien dans le dossier, etc. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le juge n'était pas obligé de le convoquer aux fins de mise en examen. Il aurait pu le convoquer pour le mettre témoin assisté, et il sort témoin assisté. Donc s'il le convoque aux fins de mise en examen, ça nous dit bien d'où parle le juge quand même. Ça veut dire qu'il pensait avoir les éléments graves et concordants pour le faire. Ce qui est surprenant aussi, parallèlement à tout cela, je trouve, au regard de l'enquête judiciaire, c'est qu'un certain nombre d'éléments ont été découverts, à la fois depuis la révélation par Mediapart des enregistrements du majordome, mais ensuite par l'enquête judiciaire du juge. C'est qu'il existe dans ce dossier, de manière quasiment matériellement établie et incontestable, une entrave à la justice permanente. C'est-à-dire que les rendez-vous réguliers avec Philippe Courroy, c'est d'abord qui est le procureur de comment l'Élysée en 2008-2009 est intervenu directement par le conseiller juridique de Nicolas Sarkozy, Patrick Ouart, dans une procédure judiciaire pour l'interrompre parce qu'elle était dangereuse pour le pouvoir en place, et comment ensuite, après les révélations de Mediapart, à chaque moment clé de sa vraie-fausse enquête, celle du procureur Courroy, ami de Nicolas Sarkozy, protagoniste des enregistrements du majordome, comment le chef de l'État et le procureur aux ordres se rencontrent au moment clé de l'enquête, et le procureur Courroy déploie une énergie considérable pour surtout ne rien découvrir. Alors que le juge Gentil, qui fait les mêmes actes, découvre des éléments qui lui permettent de mettre en examen. C'est pas dans le champ de l'instruction du juge Gentil. Voilà, c'est une question Vous comprenez pourquoi qui vous peut pouvez se nous poser. Expliquer pourquoi, sans commenter directement le dossier, c'est peut-être compliqué pour vous. Ce mais serait compliqué, là, à chaud, de refaire de parler de la déconstruction du dossier, de sa répartition entre plusieurs magistrats au sein du tribunal de Bordeaux. Simplement pour rebondir sur ce que disait Fabrice Arfi, il faut se souvenir de ce que disait Philippe Courroy quand il était mis en cause dans sa gestion de cette affaire. Puisque tout le monde s'en souvient, il ne voulait pas saisir de juge d'instruction, et d'ailleurs un certain nombre de citoyens souhaitaient qu'une instruction soit ouverte. Je me souviens d'une pétition lancée par Mediapart. Philippe Courroy disait qu'il n'avait rien à se reprocher, et finalement a fini par dire qu'il avait fait que c'était une symphonie inachevée, son enquête. Absolument. Oui. On s'aperçoit aujourd'hui à quel point elle a été retirée. Voilà, et on s'aperçoit à quel point aujourd'hui elle était inachevée, parce que quand même le gap est énorme entre ce qu'il a fait, semble-t-il, et ce que fait M. Gentil. Donc, et pas d'ailleurs seulement M. Gentil, d'autres magistrats à Bordeaux. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en mémoire. Effectivement, depuis, on a appris des choses encore plus troublantes. On savait déjà, par les enregistrements, qu'effectivement, des liens existaient entre M. Courroy et Patrick Ouart, donc conseiller de l'Élysée, que M. Demestre avait été informé d'une décision de classement sans suite de la plainte de la fille Bettencourt avant même qu'elle n'ait lieu, ce qui est quand même
même un problème, ou en tout cas que M. Ouar, lui, était au courant, ce qui est aussi un problème. Et on sait depuis que M. Courroie, semble-t-il, est allé à l'Élysée au moins 8 fois pendant cette période, et qui plus est, à des moments clés de l'affaire. Je voudrais dire juste en passant, parce qu'on n'en parle plus trop de ça, sur le plan déontologique, quand même, au-delà de l'aspect pénal des choses, ça pose quand même de gros problèmes. Voilà un magistrat, un haut magistrat, procureur d'un des plus gros tribunaux de France. C'est l'un des plus gros parquets. Voilà, qui va à l'Élysée, par la petite porte ou la grande, en l'occurrence la petite, mais à la limite ça ne change pas grand-chose, qui va à l'Élysée régulièrement, pendant qu'il est en train de s'occuper d'une enquête qui, peu ou prou, intéresse, voire peut mettre en cause son hôte, en l'occurrence le chef de l'État, c'est-à-dire le chef de l'exécutif. Où est la séparation des pouvoirs? Où est la déontologie là-dedans? Je n'ai pas entendu qu'on ait annoncé une enquête à ce sujet. Nous, ça fait des mois qu'on demande une inspection au tribunal de Nanterre. On n'a jamais vu cette inspection se faire, que ce soit du temps de la droite ou désormais du temps de la gauche. On Alors n'a jamais fait Philippe d'inspection. Courroie a été muté. Alors il a été muté dans des conditions un peu particulières, en utilisant une vieille méthode un peu brutale qui s'appelle la mutation dans l'intérêt du service, qui est tout à fait contestable dans son principe. Il y avait une autre option, qui était une inspection du tribunal de Nanterre. Je peux vous dire qu'un certain nombre de magistrats avaient des choses à dire, et par ailleurs de s'intéresser à la conduite déontologique de M. Courroie. Il y avait les dîners, je n'y reviens pas, il y a eu tout un tas de dîners. On sait maintenant qu'il y avait ces visites, on s'en serait peut-être rendu compte plus tôt en faisant cette inspection, et plus généralement la manière dont il gérait le parquet de Nanterre. Il aurait été intéressant de faire cette inspection, je continue pour ma part de la souhaiter, et je ne peux pas me contenter d'une décision d'évacuation de M. Courroie, même si, pour finir, j'ai du mal à verser des larmes sur le sort de M. Courroie, puisque M. Courroie était arrivé à Nanterre. Il a été nommé là, contre l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. C'était une nomination qui intervenait quelques semaines ou quelques mois avant l'arrivée de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République. Donc il a été nommé là-bas sur fait du prince. Il a été évacué de là-bas sur fait du prince, avec l'avis favorable du Conseil supérieur de la magistrature. Oui. J'aurais préféré que les choses se passent autrement, mais il aura du mal à se faire passer pour une victime. Alors, si on revient sur l'audition d'hier, Sarkozy est convoqué aux fins de mise en examen. Il ressort avec le statut de témoin assisté. Il s'est peut-être, on ne le sait pas encore, passé quelque chose pendant ces 12 heures d'audition. Et on sait qu'il y a eu une ambiguïté sur un nom, Bettencourt, et sur l'orthographe d'un nom qui aurait indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un rendez-vous avec Liliane Bettencourt, mais avec un autre Bettencourt. Et on a une question d'un de nos abonnés, Franck Grimaud, qui dit « La confusion entre ces deux familles, entre ces deux noms Bettencourt, peut-elle remettre en cause tout le dossier ?» Non, parce que c'est l'habileté de Thierry Herzog, qui est un avocat madré, qui est malin, que je connais bien par ailleurs, qui a défendu les Tibéri, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mérite. Et ce matin, il sort ça à la radio pour dire, vous voyez, il y a une confusion du juge, il s'est trompé de Bettencourt. Mais si on regarde d'un petit peu plus près, le rendez-vous dont il est question, c'est un rendez-vous qui est postérieur à l'élection présidentielle et qui ne change strictement rien à la nature du dossier. On n'imagine pas que ce dossier-là, son audition ait pu durer 12 heures simplement là-dessus. Donc c'est un effet de communication. Puis, nos confrères d'Europe 1, d'ailleurs, notamment Alain Inco, racontent aujourd'hui, dans un papier publié sur le site d'Europe 1 et dans la radio, à quel point Thierry Herzog a voulu faire passer une vérification normale, classique. C'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté sur l'orthographe d'un nom, il enquête sur les Bettencourt, il demande est-ce que c'est ça ou pas ça, à une date, comme dit Michel, qui n'a aucun intérêt sur le fond du dossier. On a moins entendu ce matin Thierry Herzog sur le rendez-vous du 24 février 2007 de Nicolas Sarkozy, qui est allé voir très discrètement le clan Bettencourt quelques jours après des retraits d'espèces, qui n'est contesté par personne et pas par M. Sarkozy. Il a voulu faire passer ce travail de vérification judiciaire normale pour une bourde avec tout le pays qui va maintenant se bidonner d'un juge qui confond une otage colombienne et une vieille dame riche et sourde et milliardaire. Bon, voilà, c'est de la pure communication et ça n'est que ça. Nous ne sommes pas sur le fond du dossier, nous ne sommes pas sur les éléments judiciaires, donc on est dans un mirage et un petit moment comme ça que l'un des plus proches amis et avocats de Nicolas Sarkozy saisit pour tenter de détruire médiatiquement un dossier. Alors, autre question d'un de nos abonnés qui nous demande « Le juge ne s'est-il pas trompé de façon voulue ?» Je veux dire par là, et je pense que c'est ce qu'il n'imagine pas, mais est-ce que il y a un moyen de faire pression sur le juge Gentil aujourd'hui? On sait qu'il avait demandé une promotion il y a quelques mois, qu'il n'a pas obtenue, ou pas encore. Est-ce qu'il y a un moyen quelconque de faire pression sur lui?
Alors attendez, cette histoire de promotion, que je sache, si elle dépend de quelqu'un, c'est au premier chef, c'est un magistrat du siège, hein, c'est un juge du Conseil supérieur de la magistrature, et pour partie aussi, c'est vrai, de la chancellerie, mais la chancellerie n'est plus tout à fait la même qu'il y a quelques mois, donc je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un terrain favorable à une pression. On est en présence d'un juge d'instruction et plusieurs juges d'instruction à Bordeaux qui présentent des garanties d'indépendance élevées. Sur le plan statutaire. C'est-à-dire que voilà, ce sont des magistrats qui ne reçoivent d'instruction de personne. Pour le coup, à la différence des procureurs, du moins sous l'empire de l'ancien pouvoir, et dont la carrière ne dépend pas autant que celle des procureurs du pouvoir exécutif. Elle dépend beaucoup moins du pouvoir exécutif que celle des procureurs. Voilà ce que je peux dire. Moi, si vous voulez, je me garderais bien d'analyser ce qui se passe dans la tête de mon collègue Jean-Michel Gentil ou des autres magistrats de Bordeaux. Ce qui est certain, factuellement, je valide, si j'ose dire, je ne veux pas faire d'argument d'autorité, mais je suis d'accord avec ce qu'a dit Fabrice Arfi. Sur le plan purement factuel, il faut savoir qu'on n'est pas contraint d'adresser une convocation aux fins de mise en examen. On peut envoyer directement une convocation pour être entendu comme témoin assisté. Donc là, on peut penser, si on est dans une lecture stricte des choses, que c'est l'audition, hein, si on est vraiment sur les faits, la chronologie, c'est l'audition de M. Sarkozy qui a été très longue, qui a convaincu le juge Gentil, ça c'est voilà, d'un point de vue judiciaire, la logique judiciaire, c'est ça, qui a convaincu M. Gentil de renoncer à la mise en examen pour finalement, donc, et de toute façon il n'avait plus le choix, préférer le statut de témoin assisté. Sinon il aurait pu d'emblée envoyer une convocation pour témoin assisté. Je termine juste en disant qu'il n'était pas non plus contraint d'envoyer une convocation pour témoin assisté, il pouvait ne rien faire du tout. Il y a des cas où on est obligé, si on veut entendre quelqu'un, de l'entendre directement au minimum comme témoin assisté, c'est quand la personne est visée au départ par le procureur, au départ de l'enquête, dans ce qu'on appelle le réquisitoire introductif. À ma connaissance, ça n'est pas le cas ici. Donc il y a bien eu un moment où le juge Gentil a estimé que de toute façon il y avait un certain nombre de choses dans ce dossier. Il y a eu cette audition, dont j'ignore le contenu, et il a apprécié. Chacun suit maintenant le développement de cette procédure. Michel, c'est une instruction qui peut s'achever quand ? Alors, il a été dit que le juge Gentil était pressé, parce qu'il a beau être indépendant statutairement, il a des envies d'ailleurs. Donc, il a été dit qu'il souhaitait boucler le dossier avant la fin de l'année, ce qui paraît un petit peu difficile, d'autant que c'est un dossier avec plusieurs volets. Donc là, on en est au stade où on a une dizaine de personnes mises en examen. Ces gens-là ont droit à des confrontations, ils ont droit à faire des demandes d'actes, ils ont droit à faire des demandes d'annulation, ils ont droit encore à pas mal de choses. Alors en plus, il n'est pas seul, parce qu'ils sont combien ? 5 Il y a juges d'instruction, quelque chose comme 4 ou 5 juges 4 ou 5 juges d'instruction. Et donc qui travaillent en parallèle sur Voilà. des facettes différentes du dossier. Sur Et 8 tout ça dossiers doit différents. converger ensuite dans un... Soit tout ça converge dans un dossier unique avec un grand procès fourre-tout avec M. Bagné et tout le monde, soit des procès séparés, mais a priori, oui, un seul procès. Mais on ne voit pas comment l'instruction de tout ça pourrait s'achever avant au moins 6 mois, et on ne voit pas comment il pourrait y avoir un procès avant 2 ans. D'accord. Dans l'actualité judiciaire du sarkozysme de cette semaine, il y a 2 autres éléments. C'est la condamnation, cette fois, de Brice Hortefeux, encore une, si je puis dire, pour menace à l'encontre d'un avocat, Olivier Maurice. Oui, Fabrice, Brice Hortefeux, dans le Nouvel Observateur, avait dit au sujet d'un avocat qui est l'un des avocats des parties civiles de l'affaire dite de Karachi, il avait dit il faut le fracasser. Voilà. Et donc il a été condamné, Brice Hortefeux, cette semaine pour cela, la veille de la convocation de son mentor Nicolas Sarkozy dans le cabinet du juge Gentil. Là aussi, il y a un effet de sens. Au-delà de la simple information, il a été condamné. Ça nous dit quand même quelque chose d'une pratique, d'une violence verbale de ce qu'a été le sarkozysme. Ainsi, il faudrait fracasser des avocats dans des dossiers judiciaires. Puis l'autre événement judiciaire, parce qu'on a eu un espèce de concentré judiciaire pendant que la droite explosait en cendres politiquement, on apprend qu'il y a une ouverture d'une enquête préliminaire sur l'affaire des sondages de l'Élysée, que Mediapart connaît bien, que Mathilde Mathieu ici avait révélé, qui vise directement l'Élysée, notamment celui qu'on a dit être un peu le cerveau et la plume de Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson, et qui pourrait éventuellement, là encore, mettre en cause, si ce n'est Nicolas Sarkozy, du moins son système. Et on voit bien et que... alors pareil, affaire tout le long
écrasé, détourné, empêché. Écrasé notamment par un procureur, Jean-Claude Marin, l'ancien procureur de Paris, qui avait dit qu'on ne pouvait pas techniquement, juridiquement enquêter sur cette affaire parce que l'immunité pénale dont jouit le chef de l'État rayonnait, rejaillissait en quelque sorte sur tous ses collaborateurs. Bon, c'était un raisonnement juridique, enfin sous contrôle de Mathieu Bonduel, qui me paraît extrêmement baroque. Manifestement, des magistrats d'un même parquet sous une autre présidence, ce qui montre d'ailleurs le problème des liens permanents, incestueux et hiérarchiques entre le pouvoir exécutif et les parquets, n'ont pas le même raisonnement, et du moins il y a matière judiciairement à enquêter là-dessus. Donc on voit bien que ça n'est pas parce qu'il n'y aura pas de renvoi de Nicolas Sarkozy, intuité personae dans l'affaire Bettencourt, qu'il n'y aura pas dans les mois ou les années à venir un procès du système qui porte le nom de Nicolas Sarkozy. Voilà. Bon, donc il faut bien avoir ça en tête. Pour terminer momentanément ce long feuilleton judiciaire, il y a également une plainte devant la Cour de justice de la République déposée contre Michel Alliot-Marie. Ah oui, Michel, oui, qui a fait une enquête. C'est notre information de la semaine sur ce parti qui est martyrisé en ce moment. Effectivement, une plainte a été déposée cette semaine contre Michel Alliot-Marie pour complicité d'assassinat dans l'affaire du bombardement de l'aéroport de Bouaké en Côte d'Ivoire en 2004. Donc tout ça est à lire sur Mediapart et on saura dans les semaines ou les mois qui viennent si cette plainte prospère ou si elle disparaît avec la Cour de justice dont on nous annonce la disparition. Cour de justice de la République, le syndicat de la magistrature demande sa suppression. Absolument. Depuis longtemps, depuis sa création. Oui. C'est une juridiction d'exception, ni plus ni moins, et avec cette coloration particulière qu'elle est composée de politique, essentiellement. Je vous interromps. Un confrère écrit aujourd'hui dans Le Point... finalement, cette audition de Sarkozy nous montre que la Cour de justice de la République, c'est très bien, c'est une sorte de filtre qui empêche d'embêter les présidents pour tout et rien et à toute occasion. Alors, en réalité, il y a deux sujets. Le statut pénal du chef de l'État et la Cour de justice de la République pour les ministres, les membres du gouvernement. Ce qui pose problème, s'agissant des ministres, ce n'est pas tellement la procédure elle-même, c'est la juridiction de jugement, qui est une juridiction tout à fait étrange, puisqu'elle est composée de 15 membres, dont 12 parlementaires. Donc les politiques se jugent entre eux. C'est un problème, il faut supprimer cette Cour de justice de la République. François Hollande l'a promis, la commission Jospin le préconise. Souhaitons que ça se fasse le plus vite possible. Il est vrai que sur un certain nombre de sujets, on attend des actes, mais là c'est quelque chose d'un peu lourd, je le reconnais. Et le statut pénal du chef de l'État, qui s'est illustré par son absurdité dans l'affaire Chirac en particulier. Dans l'affaire Bettencourt, c'est moins net, parce que c'est une affaire qui survient plus tardivement dans le mandat de M. Sarkozy. Le calendrier est plus court. Voilà. On n'a pas eu l'impression que c'est tant retardé les choses que ça. C'est pas les 15 ans, 17 ans Une quinzaine d'années. Voilà. 17 ans d'affaire Chirac. Dans l'affaire Chirac, c'est plus net. Dans l'affaire Sarkozy, ce qui a peut-être fait perdre du temps, c'est ce qui s'est passé à Nanterre au départ, sous la conduite de M. Courroy. Là aussi, il y a un sujet qui est de supprimer ce statut pénal du chef de l'État. Non pas, alors, pour répondre à ces interrogations, pour permettre qu'il soit déstabilisé tous les 4 matins par des plaintes abusives. On pourrait prévoir là aussi une procédure spécifique avec des garanties particulières, parce que tout de même, le chef de l'État, c'est pas n'importe qui. Donc, comme pour les ministres, voilà, on aurait une commission des requêtes, comme pour les ministres, qui est composée de magistrats judiciaires et administratifs. Ensuite, on pourrait imaginer une commission d'instruction, comme pour les ministres, c'est-à-dire plusieurs magistrats de la Cour de cassation, pour offrir, disons, des garanties véritablement, pour éviter tout acharnement, etc. En revanche, il me paraît tout à fait scandaleux que le président de la République ne puisse pas être jugé pendant la durée de ses fonctions, y compris pour des actes commis avant ou pendant, mais qui n'ont aucun rapport avec son mandat. Il faut savoir qu'avec le statut tel qu'il existe aujourd'hui, si un président de la République commet un viol, ou a commis un viol, on ne peut rien faire contre lui, pas même l'entendre comme témoin. Ou alors il faut le destituer. Ou alors il faut le destituer, mais c'est assez compliqué. Il faut que le Parlement se transforme en haute cour. Et c'est plutôt réservé, a priori, à des débats éthiques qui n'ont rien à voir avec la matière pénale. Bon, donc il faut supprimer ce statut pénal du chef de l'État. On a vu dans l'affaire Chirac le temps que ça nous a fait perdre. Et en plus, on nous a dit ensuite que c'était la justice qui avait été lente dans cette affaire, que la justice, elle a tenté de l'entendre, M. Chirac, et même de le poursuivre. Est-ce que vous avez un exemple étranger qui vous semble pertinent, définissant justement les régimes de protection des ministres ou des chefs d'État ou de gouvernement ?
Là, comme ça, à chaud, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Si vous pensez à l'impeachment à l'américaine, ça concernerait plutôt la destitution sur le plan moral et politique, sur le plan moral et éthique. En revanche, sur le plan pénal, je pense que, pour le coup, la logique veut que le chef de l'État, in fine, soit un citoyen comme les autres. D'ailleurs, du reste, depuis un certain nombre d'années, nous avons des chefs de l'État qui passent leur temps à dire qu'ils sont des citoyens comme les autres, qui jouent beaucoup de ce filon de communication. Je crois que personne ne peut comprendre qu'ils aient un privilège de juridiction pareil. Rappelons que ce statut pénal du chef de l'État, avant d'être dans la Constitution sanctuarisé, il a été, je dirais, prévu par une décision du Conseil constitutionnel, présidée à l'époque par Roland Dumas, concernant M. Chirac. C'est d'abord une décision du Conseil constitutionnel sur un sujet qui n'avait rien à voir, présidée par Roland Dumas, qui a protégé M. Chirac, et ensuite une décision de la Cour de cassation, différente dans ses motivations, mais qui aboutissait au même résultat. On ne peut strictement rien faire, pas même l'entendre comme témoin. Et puis alors ensuite, ça a été mis carrément dans la Constitution en 2007. Ça n'est pas acceptable. Il n'y a pas de citoyens de première, deuxième ou troisième zone dans une république digne de ce nom. Les deux exemples, pour illustrer ce que vient de dire très bien Mathieu Bonduel, les deux exemples qui sont marquants et que tout le monde a eu sous les yeux, c'est le procès Chirac qui arrive 15 ans après les faits, alors que d'autres procès de droit commun ont eu lieu avant, avec un président diminué qui ne peut même pas comparaître, donc ça n'a plus de sens. Et là, devant la Cour de justice, les affaires Pasqua, où Charles Pasqua a été blanchi par des parlementaires dans 2 affaires de corruption lourdes, dans lesquelles des prévenus avaient été condamnés définitivement à des peines de prison ferme. Donc on est dans le grand n'importe quoi. Oui. Alors, pour en terminer sur les aventures judiciaires de Nicolas Sarkozy, et pour achever de démentir Thierry Herzog ce matin, il y a un autre dossier, qui est évidemment le dossier dit de Karachi, l'affaire de Karachi. Est-ce que le juge Van Ruymbeck peut être amené à entendre, à convoquer l'ancien président de la République, Fabrice ? Alors, nos lecteurs le savent. Encore une fois, personne ne peut être dans le secret des âmes des juges d'instruction, ni dans le cabinet au moment des auditions. Mais il est certain, au regard de ce que sont les révélations des journaux et du dossier judiciaire concernant ce qu'on appelle le volet financier de l'affaire Karachi, l'affaire des ventes d'armes du gouvernement Balladur, il y a des questions qui se posent sur le rôle du ministre du budget de l'époque, du gouvernement Balladur, qui s'appelait Nicolas Sarkozy, et notamment sur des autorisations contre l'avis de sa propre administration à l'époque où il était ministre du budget pour verser des commissions qui sont aujourd'hui jugées illégales, jugées, considérées comme étant des abus de biens sociaux dans des marchés d'armement. Je pense particulièrement à des commissions d'un contrat dont on parle peu, qui est un contrat saoudien de vente de matériel militaire et de réfection de frégates à l'Arabie Saoudite, qui s'appelle le contrat Mouette. Et il y a aujourd'hui des éléments probants, matériels, qui montrent que Nicolas Sarkozy, contre son administration, a autorisé le versement de millions d'euros de commissions injustifiées et occultes au réseau mouvementé par Ziad Takieddine, l'intermédiaire Ziad Takieddine, qui a été ensuite retiré en espèces quelques jours avant le premier tour de l'élection présidentielle de 1995, où M. Balladur, Premier ministre, était candidat. D'accord. Alors je rappelle juste, pour ceux qui se perdent un peu dans cette affaire Bettencourt, et dans toutes ces facettes, ce livre que nous avons publié il y a bientôt 2 ans, qui reprend l'essentiel de nos enquêtes, l'affaire Bettencourt, un scandale d'État. Et puis vous pouvez trouver également actuellement en accès libre sur le site un dossier très complet sur cette affaire Bettencourt avec tous nos articles, toutes nos enquêtes, et avec également de très nombreux extraits des fameux enregistrements pirates réalisés par le majordome des Bettencourt, ces enregistrements qui ont été le point de départ de cette affaire. Alors, est-ce que cette lourde semaine judiciaire a réussi à faire diversion, Marine, sur les autres aventures, les aventures politiques de l'UMP, de Jean-François Copé et François Fillon ? On avait vu que l'UMP n'avait pas de leader naturel après la défaite de Nicolas Sarkozy, après la défaite aussi de l'UMP aux législatives. Mais là, ce qu'on voit aujourd'hui apparaître au fur et à mesure des jours, c'est une implosion de l'UMP
qu'on avait déjà annoncé d'ailleurs après la défaite de Sarkozy. On avait dit que justement l'UMP était tiraillée entre ces deux ailes, que le président Sarkozy était allé tellement à droite dans sa campagne qu'il avait laissé filer aussi des centristes, il a laissé filer aussi Jean-Louis Borloo en avril 2011. Là, on s'aperçoit que justement l'UMP est divisée entre deux ailes, mais aussi entre deux équipes et deux candidats. Alors la une du Point est très surprenante. Oui, alors la une cette du semaine. Point, c'est un vainqueur, Nicolas Sarkozy. Voilà, UMP, le vainqueur serait Nicolas Sarkozy. Alors, c'est vrai qu'on entend depuis le mois de septembre que ces divisions entre l'équipe Copé et l'équipe Fillon, elles peuvent finalement arranger Nicolas Sarkozy, qui n'a pas été très clair, qui a laissé une porte ouverte lors de son discours après sa défaite, pour un éventuel retour qui serait envisageable. Simplement aujourd'hui, le fiasco de l'UMP, il en est l'un des grands responsables. Alors, dans le même temps, bon, les tueries à droite sont quand même... Juste, non, si Ouais. je peux intervenir, il y a Ouais. un tweet important qu'on nous amène d'un estimé confrère de RTL, Mathieu Delahousse, Ouais. qui, très important, Bettencourt avec les deux orthographes. Ce point n'a pas été évoqué lors de l'audition d'hier, fait savoir le parquet de Bordeaux à la demande des juges. Ah, voilà. Voilà. Donc, Bien, Thierry Herzog. Voilà, donc on voit encore une fois ce que peut être simplement une pure bataille de communication qui n'a rien à voir avec les faits. Pardon. Oui, alors revenons quand même un peu sur l'UMP, cette grande bataille d'idées qui nous occupe depuis une semaine. Les tueries à droite, c'est une grande classique depuis Chaban-Delmas éliminé par Giscard d'Estaing, depuis Chirac et Giscard, puis qu'est-ce qu'on peut citer ? Chirac et Balladur. Chirac, Balladur, mais Villepin, avant, Jacques Sarkozy. Chirac avait éliminé toute la bande des modernes, Michel Noir, etc. à la fin des années 80. On a eu ensuite, Chirac, Balladur, puis Villepin, Sarkozy. On a aujourd'hui donc Copé-Fillon. Est-ce que finalement il y a quelque chose de nouveau ? Alors, ce qui Qu'est-ce qui est ce nouveau qui est de nouveau, c'est qu'ils ne se sont pas départagés, contrairement à ce qu'on entend parfois, sur des véritables clivages idéologiques. La preuve, c'est que les soutiens des deux camps, dans les soutiens des deux camps, on trouve à la fois des centristes, des libéraux et des gens qui sont issus de l'aile droite, la droite populaire, la droite forte. Donc la vraie division entre les deux, elle est sur une querelle d'ambition, de postes, puisqu'il y a aussi beaucoup de postes à la clé, on le sait, dans la présidence de l'UMP. Et c'est ça la véritable différence. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer avec 1999, qui est le dernier véritable congrès où les militants ont eu à départager des candidats, puisque 2002-2004, Juppé en 2002, Et c'est la puis première Sarkozy fois en 2004 sont élus largement. C'est la première fois en 99 où les militants élisaient le président, Voilà. qui va être une présidente du RPR. La situation qui a en été Michel 99, Alliot-Marie. c'est aussi défaite électorale, il y a eu la dissolution, il y a eu tout ça, le RPR a perdu plus de 70 000 adhérents en 2 ans, donc ils sont aussi au point mort. Philippe Séguin démissionne brutalement de la présidence, congrès, et là on a 6 candidats au départ, Michel Alliot-Marie qui se présente comme la passerelle entre chiraciens et baladuriens, Fillon qui est un petit peu l'héritier du courant séguiniste, qui est donc sur une ligne plus souverainiste à l'époque, non à Maastricht, etc. Devedjian, qui à l'époque antiquait avec Copé. Alors ça fait sourire parce que Devedjian aujourd'hui a soutenu François Fillon. Ouais. À l'époque, c'est vraiment les baladuriens, une ligne plus libérale, pro-Maastricht. On a Jean-Paul Delevoye, qui est le président de l'Association des maires de France à l'époque, qui est le candidat de l'Élysée, qui est le candidat de Chirac. Des réseaux chiraciens, plus droite, plus sociale, plus provinciale. Et finalement... et qui est battu. Voilà. Et qui est battu. Le candidat de l'Élysée est battu. Il est battu, et assez largement, puisque au 2e tour, on retrouve Michel Alliot-Marie face à lui, et Fillon et Devedjian apportent leur soutien à Michel Alliot-Marie. Elle gagne à plus de 62%. Donc ce qu'il y a de très étonnant, c'est que finalement, il y a 13 ans, le RPR, la démocratie interne, fonctionnait à l'intérieur du RPR et était capable de mener des débats et de faire des arbitrages clairs, et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, voilà. Alors qu'à l'époque, il y a clairement... chaque candidat représente quand même un courant d'idées. Évidemment, ils se positionnent tous face à leurs liens, par rapport à leurs liens avec Jacques Chirac, comme on l'a vu là, Fillon, Copé et d'autres, par rapport à Nicolas Sarkozy. Mais ce n'est pas le clivage principal. Le clivage principal, c'est vraiment par rapport à Maastricht, entre étatistes, jacobins et girondins. C'est vraiment là-dessus. Donc aujourd'hui, quand on dit que l'UMP, c'était son premier exercice de démocratie, qu'il y a encore des choses à améliorer,
que c'est un parti bonapartiste qui ne sait pas encore bien faire ça. En réalité, elle l'a fait en 1990, enfin le RPR l'a fait, avec un vote qui s'est tout à fait bien passé. Et quand Michèle Alliot-Marie gagne, elle prend Devedjian comme porte-parole, elle appelle chaque candidat, tout se passe le plus normalement possible, et Chirac l'appelle pour la féliciter. Ça se passe assez normalement en réalité. Donc aujourd'hui, on est sur un vote qui traîne depuis plus d'une semaine, qui n'est pas prêt d'être résolu visiblement. Certains, comme Nathalie Kosciusko-Morizet, demandent à ce qu'on revote. Benoît Paru cette semaine nous confiait justement qu'il préférait qu'on revote plutôt que rester dans cette situation-là. Alors il faut peut-être rappeler que quand Nicolas Sarkozy est élu à l'Élysée, la première chose, ou une des premières décisions politiques qu'il prend, c'est de supprimer la présidence de l'UMP, pour ne nommer que quelqu'un qui est secrétaire général et le faire nommer par un petit cénacle de responsables, mais pas par un vote militant. Donc c'est le premier vote militant. De la situation actuelle de l'UMP qui est dans un état vraiment piteux, c'est que finalement il a lui-même verrouillé le parti, il a décidé il en a quand même fait une vraie machine à gagner, à débat, pluralisme pour 2007. Il tue tout ça en verrouillant l'UMP, en le contrôlant depuis l'Élysée, en contrôlant les investitures aux élections, en verrouillant le débat. On a fait beaucoup de reportages pendant 5 ans à Mediapart pour démontrer justement que les militants trouvaient qu'aujourd'hui il n'y avait plus ce débat qui avait fait la richesse de l'UMP et qui les avait fait gagner en 2007 aussi. Il n'y avait plus ça. Et petit à petit, au fur et à mesure des 5 ans et des secrétaires généraux successifs, Devedjian, Xavier Bertrand, Copé, ce débat, il n'est pas revenu. Chaque fois, le secrétaire général qui a été mis en place a dit on va refaire des conventions thématiques, on va relancer le débat dans les fédérations. En réalité, dans la mesure où tous décidaient à l'Élysée et que Nicolas Sarkozy et son équipe de conseillers décidaient de tout, le débat ne pouvait pas être installé à l'UMP. Ça, c'est la première raison qui explique qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est aussi responsable de ce qui se passe. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, en écoutant surtout, notamment à partir de 2010, son aile droite, il a délaissé l'aile gauche. D'ailleurs, on le voit au remaniement de 2010, en novembre 2010, il réinstalle des gaullistes et il réinstalle aussi des gens plus à droite. Donc les centristes partent en avril 2011 avec Jean-Louis Borloo, qui aujourd'hui profite évidemment de cette situation avec l'UDI. Alors il faut peut-être faire juste une petite incise qui nous ramène encore une fois vers les affaires. Copé, président de l'UMP, Copé, il a été également symbolisé par une photo, c'est Jean-François Copé dans la piscine de Takedine. C'est-à-dire qu'il est quelque part dans le dossier Takedine, dans le dossier judiciaire. Il est où? Comment peut-il être menacé par ces développements? Qu'est-ce qui peut se passer? Je ne sais pas s'il y a des sous-titres dans ce que disent certains soutiens de Fillon quand l'un dit on a touché le fond de la piscine en parlant de Jean-François Copé. Non, ou Fillon disant ce matin un parti mafia. Voilà, qui parle d'un parti mafia. Le fait est que l'enquête Van Rumbeck qui part de l'affaire des ventes d'armes du gouvernement Balladur est aujourd'hui en fait une enquête beaucoup plus vaste, qui commence en 93, mais qui continue. Et d'ailleurs, le champ de son instruction court jusqu'à avril 2011 pour des faits de blanchiment, qui part de 93 et qui va jusqu'à 2010-2011, et qui englobe toutes les pratiques de Ziad Takieddine et ses connivences et ses compromissions diplomatiques, financières, morales, avec un certain nombre d'hommes politiques de droite, Brice Hortefeux, Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé, puisque dans le dossier aujourd'hui judiciaire, il apparaît que Ziad Takieddine a offert des voyages à Jean-François Copé et à sa famille. Il y a même dans ses bordereaux comptables personnels des versements d'argent, notamment de mémoire 20 000 € en avril 2004. Il y a des cadeaux, des Rolex, certain nombre de libéralités de Ziad Takieddine pour Jean-François Copé, à une période où Ziad Takieddine, qui est multimise en examen dans ce dossier, a fait fortune grosso modo que sur de l'illégalité, c'est-à-dire sur des commissions occultes, des commissions illégales, la faisant fructifier via des circuits de blanchiment, des sociétés offshore, énorme fraudeur fiscal qui a un patrimoine dans le monde estimé à 100 millions d'euros et qui ne paye pas un centime d'impôt.
à une période où Jean-François Copé est porte-parole du gouvernement, ministre du budget. Donc il patauge dans la piscine de Ziad Takieddine, en quelque sorte, il barbote dans la fraude fiscale. Le futur ministre du budget. Bon, on est dans une situation extrêmement délicate, judiciaire pour Jean-François Copé, sans parler de la découverte d'un compte suisse de sa sœur, qui est présenté par certains témoins comme un compte de passage pour Jean-François Copé. Donc voilà, judiciairement, on ne peut pas dire encore très précisément ce que peut être son avenir, mais on peut dire qu'il peut être tout à fait inquiété dans ce dossier. Et cela peut peser dans la bagarre politique en cours. Ce qu'on a quand même presque du mal à comprendre, c'est pourquoi tant d'acharnement à vouloir devenir président de l'UMP. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui comme levier de pouvoir ? Les deux hommes sont députés, sont connus, ont une forte notoriété. Est-ce que c'est si essentiel que ça que d'être président de l'UMP ? C'est des moyens financiers, c'est des postes, la visibilité médiatique. On l'a vu pendant la campagne, François Fillon s'est beaucoup plaint de ne pas avoir accès justement aux fichiers des adhérents UMP dans un premier temps, à l'organisation de toute cette campagne, au réseau de l'UMP, aux moyens financiers. Donc c'est très clairement la machine pour préparer la présidentielle 2017, puisque et l'un et l'autre, Fillon beaucoup moins, mais en tous les cas, Jean-François Copé affirme clairement qu'il ne s'agit en rien de préparer pour lui, en tous les cas, la présidentielle de 2007. Oui, c'est tout à fait pour la course à l'Élysée de 2017, mais c'est en plus que, Fillon, Premier ministre, qui subirait là une défaite, ce serait très dur pour lui. Autant Copé pourrait sans doute rebondir parce qu'il a déjà vécu cette situation un petit peu en embuscade en 2007, quand il ne rentre pas au gouvernement et qu'il prend justement la présidence du groupe à l'Assemblée. Il est à l'extérieur, face à Sarkozy, et il arrive à faire quelque chose, à fédérer ce groupe, à créer aussi des divisions, à tirer un petit peu les ficelles là-dessus. Alors que Fillon, là, s'il perd, ça va être un petit peu plus compliqué pour lui. Donc chacun s'accroche à cette présidence de l'UMP. Alors, ce qui est quand même masqué par ce duel entre les deux hommes, c'est finalement le vote des militants sur les motions, c'est-à-dire sur les textes programmatiques qui leur étaient proposés. Et quand on additionne les scores de ces différentes motions, on s'aperçoit que plus de 60% des militants de l'UMP ont voté pour des textes de la droite extrême, voire proches de l'extrême droite du Front National. Qu'est-ce que ça dit de l'évolution du parti ? Et est-ce que c'est ça qui explique, au passage, comment les sondages se sont magistralement trompés ça dit un fossé en annonçant une écrasante victoire de François Fillon ? Ça dit un fossé énorme et de plus en plus grand entre les sympathisants de droite, l'électorat de droite, et puis les militants, seulement les militants, qui, eux, effectivement, sont sur des positions de plus en plus à droite. Et il y a aussi quelque chose d'assez médiatique, c'est qu'on a vu Guillaume Pelletier, donc, qui est la motion qui arrive en tête avec Geoffroy Didier, la droite forte, motion qui reprend quand même un certain nombre de propositions du Front National, en tout cas beaucoup de propositions similaires. On voit bien combien Pelletier a réussi une espèce d'OPA médiatique en étant beaucoup plus audible que les autres. Et c'est aussi le cas de Laurent Wauquiez, qui a beaucoup fait de médias à un moment donné sur sa lutte contre l'assistanat, qui est donc un petit peu le fil conducteur de sa motion de la droite sociale. Ces motions-là, elles arrivent dans les 3 premières motions. Donc effectivement, il y a une notoriété, mais il y a aussi quand même effectivement des militants UMP qui sont plus à droite que visiblement l'électorat tout court de l'UMP. Donc c'est pour ça qu'on a annoncé pendant des mois la victoire de François Fillon, parce que ces sondages ne portaient que sur les sympathisants de droite et pas sur les militants de l'UMP. Est-ce qu'on peut revenir classiquement à une configuration, celle d'avant 2000, UMP-UDF, comme on avait le RPR et l'UDF, l'UDF est clairement déjà UDI aujourd'hui avec Jean-Louis Borloo, à un partage de la droite et du centre-droit. L'UDF est déjà clairement en train de se reconstruire. En avril 2011, Jean-Louis Borloo a dit qu'il quittait l'UMP. Et puis il y a eu un deuxième temps où des parlementaires qui étaient vraiment UMP, comme Bertrand Pancher ou alors l'ancienne ministre Chantal Joanneau, qui sont partis aussi de l'UMP. C'est le cas aussi de Ramayad. Donc cette UDF, elle est en train de se reformer. Et là, vu la campagne de Jean-François Copé et vu ce qui se passe, effectivement, l'UDI est en train d'essayer d'attirer des militants déçus. Comme le fait aussi Marine Le Pen de son côté, mais aussi des parlementaires.
il y a quelque chose parallèlement d'intéressant, c'est le financement actuel de l'UMP. Si une partie des parlementaires partent à l'UDI ou avec François Fillon, il y aura un gros manque à gagner pour l'UMP qui est déjà en grosse difficulté financière. Parce qu'au titre du financement public, chaque parlementaire rapporte aujourd'hui à l'UMP 42 000 euros par an. Donc si aujourd'hui... 42 000 euros de subvention publique par parlementaire. Là, affilié voilà, oui, à tel ou tel selon parti. Le rattachement au parti politique, voilà. au groupe. Et alors, c'est un petit peu un hasard, mais il se trouve qu'en ce moment, les parlementaires de tous les partis doivent remplir un bulletin pour dire à quel parti ils souhaitent être attachés. D'habitude, c'est une formalité. Simplement là, dans ce contexte à l'UMP, ça devient assez dramatique, puisque évidemment, les parlementaires fillonistes, qui sont à peu près 150, disent nous, pour l'instant, on ne signe rien dans ces conditions-là, et peut-être qu'on va former un autre groupe sans quitter l'UMP, mettre dans un autre groupe à l'Assemblée. Donc ça représente une somme incroyable pour l'UMP. Alors Juppé, on a eu même un débat entre nous de savoir comment le qualifier, retour, recours, le retour du recours. Est-ce qu'il a une légitimité ? Est-ce qu'il est l'homme qui peut débloquer ça ? Est-ce qu'il est entendu par les militants, par les cadres intermédiaires du parti ? Alors, il a une bonne popularité auprès des militants, puisque, effectivement, il n'a pas pris position, donc il a cette espèce de posture de grand sage qu'il utilise régulièrement depuis 5 ans. On a fait un papier, justement, pour le raconter sur Mediapart cette semaine. Oui. Mais parallèlement à ça, effectivement, il a été quand même condamné en 2004. Il a été complètement sorti de la scène politique. Donc, c'était l'affaire des emplois fictifs du RPR. Effectivement, ça c'est quand même un... Alors il est l'homme qui crée l'UMP en même temps. Il est le fondateur, il est le premier président de l'UMP et il a toujours été son garant pendant 5 ans. À chaque fois que l'UMP était un petit peu tiraillé entre ses deux ailes ou au bord de l'implosion, il a toujours été là, encore pendant la campagne, pour rappeler un petit peu ses troupes à l'unité. Mais effectivement, la gauche aujourd'hui, j'allais dire l'opposition, mais la gauche aujourd'hui utilise cet argument, comment en fait un repris de justice pourrait démêler cette division à l'UMP et ce fiasco aujourd'hui dans cette élection. D'accord, merci. Je voulais juste présenter rapidement un livre. C'est notre manifeste pour une presse libre, Combat pour une presse libre. C'est un livre que Mediapart, écrit par Edoui Plenel, et que Mediapart a publié il y a quelques années. Une nouvelle édition est publiée chez Galad et on peut également le trouver en édition numérique. C'est une bonne démonstration que la presse libre est nécessaire et la semaine qui vient de s'écouler le démontre largement. Et également qui va paraître dans quelques jours, enfin qui sera mise en vente dans quelques jours, sa traduction espagnole, puisque nous pourrons bientôt, je crois, annoncer de nouvelles initiatives avec des collègues journalistes espagnols, toujours sur ce même thème, comment construire des médias libres, indépendants et menant des enquêtes offensives. Merci, on se retrouve dans une demi-heure pour notre soirée spéciale sur le mariage pour tous. Je ne vais pas annoncer d'ores et déjà la liste de tous les invités parce qu'ils sont très nombreux, près d'une quinzaine. Nous avons organisé ça en 3 plateaux. Ça commence à 20h30, ça devrait se terminer à 22h30, sans doute un peu plus tard. Voilà, à tout de suite.